Paul-Éric Blanru, bonjour. Bonjour Salib. Tu m'as fait l'honneur de faire la préface assez hilarante, assez explosive de mon livre Le Mythomane. Je t'en remercie. Donc tu es là pour nous témoigner un petit peu de ton expérience très importante avec Alain Bonnet d'Issoral. Mais avant toute chose, félicitations. Félicitations pour le procès, puisqu'il y a eu... il n'a pas été gagné, mais il a été annulé pour défaut de procédure. Le procès contre la LICRA, etc. pour ton film, ton documentaire Un homme de Forissan. Qui m'a fait un procès, oui. C'est la LICRA qui me faisait un procès et il ne travaille pas, comme disait Céline, moi je travaille et les autres foutent rien. Et la LICRA s'est plantée dans l'article qu'ils ont cité contre nous. Donc il y a eu annulation de procédure contre le professeur Forisson, contre Marc Georges, qui avait diffusé la vidéo, et contre moi-même, qui en était le réalisateur. On n'est pas mécontent, c'est vrai. Eh ben, un souci en moins. C'est pas mal, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'énergumène Alain Soral, qui d'ailleurs fait des siennes actuellement sur Facebook, puisqu'il nous insulte allègrement avec son langage coprolalique. On a l'habitude de ça, c'est toujours pareil. Moi, hier soir, il était tellement énervé qu'il m'a accusé de saxo-masochisme. C'est une nouvelle perversion sexuelle qui vient d'inventer. Oui, alors moi, Soral, c'est un type que j'ai rencontré. Ben, j'explique tout ça dans la préface, bien sûr, mais j'ai rencontré en 2003, après une émission qu'il avait fait chez Patrick Buisson, avec Goldnadel. J'avais été assez enthousiaste, il faut reconnaître, je l'avais trouvé très bon. Et puis, en le voyant de près, en le côtoyant, j'ai été amené à porter un jugement un peu plus critique sur le personnage. Je me suis aperçu qu'il connaissait par exemple Goldnadel, il avait fait ce fameux débat chez Buisson avec Goldnadel où j'avais trouvé très bon, et puis il me dit qu'il le connaît, qu'il le fréquente, qu'ils vont au bistrot ensemble, ce qu'il vient d'ailleurs de confirmer dans sa dernière vidéo du dimanche à 2 €, ça vaut pas plus, où il dit qu'en 2004 il a organisé à Montparnasse avec Marine Le Pen un dîner avec donc Gilles-William Goldnadel, qui est tout de même l'avocat de la LDJ et donc le représentant du Likoud en France, les sionistes d'extrême droite. Voilà, alors j'ai un peu compris qui était ce bonhomme. Il a voulu que je participe à son aventure. Je ne l'ai jamais réellement fait. J'ai fait quelques opérations avec lui. Je peux quand même révéler quelque chose ici, c'est que je l'ai présenté à Emmanuel Ratier, qui l'a présenté à Châtillon, qui l'a présenté à Jean-Marie Le Pen. Ça s'est passé de la manière suivante. J'avais rencontré donc Soral, on était en discussion, il voulait monter une association, soi-disant robespierriste, révolutionnaire, etc. J'étais déjà ami d'Emmanuel Ratier, mon défunt ami Emmanuel Ratier, et depuis 30 ans. Et je lui ai dit, tiens, je côtoie un type qui est un peu fou, mais bon, peut-être on peut en faire quelque chose. Et puis il m'a répondu par mail, je possède bien sûr tous ces mails, j'ai toutes les preuves de tout ce que j'avance, et il m'a répondu, le vieux aime bien les dingues, il est capable d'en faire un député européen, présente-le-moi. Et du coup, il a fait chez lui un dîner avec donc Frédéric Chatillon, Alain Benoît, etc. Et c'est comme ça que notre cher Bonnet s'est retrouvé propulsé au Front National. Alors moi, j'ai essayé de le mettre en garde tout de suite, parce que j'étais passé par le Front, moi je savais ce que c'était, j'y étais allé en 87-88, j'avais claqué la porte. Je savais que le Front National était un parti qui n'avait jamais été antisioniste. Soral, qui se prétendait antisioniste basique, fondamental, rabique, allait avoir des problèmes, parce que Jean-Marie Le Pen lui-même n'a jamais été antisioniste, il a été asioniste, parfois. Il s'est parfois levé contre l'État d'Israël, enfin il n'a jamais milité contre Israël en particulier. Et même il s'en est fort rapproché, ce que je raconte dans mon livre Jean-Marie, Marine et les Juifs. Et Marine elle-même, je la connaissais bien sûr, j'avais fait sa rencontre en 2001, j'avais déjà vu qu'elle fréquentait Zemmour et compagnie à la Trinité-sur-Mer. Je connaissais tout l'entourage sioniste de Marine et je lui ai bien sûr dit, attention, tu t'embarques là dans quelque chose de grave et tu vas certainement avoir affaire à son entourage. Et alors évidemment, il m'a dit, mais non, écoute, elle va résister, c'est une résistante. Et puis la suite m'a donné raison, bien évidemment. Alors j'ai quand même noté quelques petits points qui me semblent importants, parce que donc il a adhéré au Front vers 2005-2006 par là.
Oui, oui. Et puis bon, bah, donc on le voyait régulièrement avec Marine Le Pen faire les marchés, on se rappelle des marchés en 2007, de la campagne totalement ratée de Le Pen, qui est d'ailleurs due en partie à Bonnet, hein, parce que c'est quand même lui qui a été l'un des stratèges, pas le stratège comme il le prétend, mais enfin évidemment, l'un des stratèges de la campagne présidentielle, qui est totalement raté, hein. Le Pen a fait 10,44%, enfin il a baissé de 6 points, je crois, par rapport à 2001. Donc, Bonnet était persuadé d'être propulsé sur la liste de 2009 en Île-de-France. Aux européennes. Aux européennes, il se voyait déjà député européen, comme Ratier, notre ami Ratier, le pensait peut-être. Et alors évidemment, il a été catastrophé quand il a vu que c'est Dubois qui l'a remplacé. Et il a écrit ce fameux texte. Et alors, il faut quand même le citer parce que ça me semble intéressant. Marine, alors, le texte qui s'appelle Marine m'a tué, hein, ER. Tout à fait. Marine, aidée de son compère à Lyon, a pesé de tout son poids pour s'opposer à ma candidature. La raison qui a conduit Marine pendant 2 ans à m'empêcher d'agir est profondément politique. Le marinisme social, c'est du bidon. Alors ça, il le dit donc début 2009, mais alors, ce qui est très amusant, et c'est là où on voit qu'il zigzague, qu'il fait des volte-face, qu'il fait des virages à 180 degrés en permanence, c'est qu'au mois de février, donc aux grandes gueules de RMC, l'invité surprise, face à Marine Le Pen, c'est Soral. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors j'ai encore noté, évidemment, ses paroles. Alors, je soutiens Marine Le Pen inconditionnellement. Je lui souhaite bonne chance. Je voterai Front National dans le Sud-Ouest. Je salue le courage de Marine. Je t'embrasse, Marine. Formidable. Extraordinaire, Alors, extraordinaire. Alors après, on l'entend sur Fluctuate. J'ai fait quelques petites recherches sur Fluctuate, sur le site Fluctuate. Marine ne peut pas devenir une soumise intégrale. Bon, ça continue. Et puis, alors là, il est bien très mariniste. 2011, on arrive au présidentiel de 2012. Et puis alors lui, sa grande théorie, c'est DSK, donc le mondialiste, contre Marine, la nationaliste. C'est en gros sa théorie qui va totalement s'effondrer. On s'est aperçu que c'était un faux prophète, il n'y a pas eu DSK, il n'y a pas eu Marine. Peu importe. N'empêche qu'il est foudingue de Marine, alors que je lui dis répété, et que déjà nous sommes en bisbille, je dirais privé sur ce sujet, et que je ne cesse de lui dire que c'est une fervente sioniste. Peu importe, il ne m'écoute pas. En 2011, donc l'entretien du mois, sur donc, son site, voici ce qu'il dit. La question n'est pas de savoir si Marine Le Pen est sioniste. C'est intéressant parce qu'il me semble que si justement la question est de savoir s'il est sioniste, parce que si la question n'est pas de savoir s'il est sioniste, cette question vaut également pour Sarkozy, alors peu importe qu'il soit sioniste ou non, ou pour Mélenchon, ou pour tout homme politique. Donc évidemment, la question est de savoir si elle est sioniste. Et alors, il continue et il dit, si on veut bien être honnête, Marine Le Pen est forcément la moins sioniste de tous, ce qui est quand même assez extraordinaire, et elle n'a même pas le droit d'être sioniste si elle le voulait. Donc là, on est vraiment dans le n'importe quoi absolu. Ah ouais, c'est hallucinant. On est dans n'importe quoi. Voilà, hallucinant. Elle n'a pas le droit d'être sioniste si elle le voulait. Je rappelle qu'elle était déjà, qu'elle avait déjà fait des déclarations sionistes, qu'elle appartenait à la délégation européenne pour Israël, etc. Tout ça, je le raconte dans mon livre qui est publié aux éditions Oser dire. Et alors, donc, bon, il continue. En ER, par exemple, je prends au hasard, hein, parce que j'ai tellement noté de choses. 12 juillet 2014. ERTV, alors là, il s'énerve, il commence à s'énerver parce que finalement, il s'aperçoit que j'ai eu raison et qu'il s'est planté complètement. Quand Marine Le Pen dit que le Front défend les Juifs de France, j'ai du mal à voir en quoi il faudrait le défendre. Elle dit ça pour se soumettre au tout-puissant lobby sioniste de France, elle fait sa teshuva, c'est une politique de femme de ménage. C'est pas très gentil ça. Alors c'est exactement l'inverse de ce qu'il disait avant. Il me semblait qu'elle ne pouvait pas physiquement, moralement, mentalement, même si elle le voulait, devenir sioniste. Bon, et puis alors on peut prendre la dernière vidéo de la rentrée là, qu'il a faite dimanche dernier, dans laquelle il trouve que finalement le discours de Marine Le Pen est très bien, et qu'il l'a applaudi de A à Z, et il trouve que Jean-Marie Le Pen, du coup, est beaucoup moins bien. Qu'il aurait dû se retirer par le haut en écrivant ses mémoires et laisser champ libre à Marine. Voilà, donc c'est une politique, alors de deux choses l'une, soit il a une mémoire, je parle de Bonnet, de protozoaire, elle ne se souvient absolument pas de ce qu'il a dit, soit il se moque de nous. Pour moi, il est évident que c'est les deux, évidemment, mais c'est surtout, il se moque de nous, il sait très bien ce qu'il fait, et
évidemment, il n'est pas crédible, quoi. Il n'est pas crédible du tout. Et en dernière instance, je dirais, sera la raison, mais à quelle heure? C'est tout le problème. C'est qu'évidemment, parfois, il dit la vérité. Comme une fois, il nous dit que Marine est une sioniste et que l'autre jour, il nous dit qu'elle ne peut pas l'être physiquement et presque biologiquement. Il a forcément raison une fois dans les deux cas, mais on ne peut pas le soutenir en permanence. Et c'est ce que je reprocherais aux gens qui nous critiquent aujourd'hui en disant mais comment vous osez vous en prendre à Bonnet, le grand dissident, le pape du non-conformisme. Mais je dis mais attendez les gens, vous êtes bien gentils, mais on a le droit de penser par nous-mêmes d'abord, on n'a pas prêté allégeance à ce monsieur. Et puis je vous rappelle qu'il dit tout et son contraire, et qu'on a, nous sommes des êtres pensants, nous sommes des êtres intelligents, enfin nous écrivons des livres, nous sommes chercheurs. On a donc notre vérité à dire. Et la dissidence n'est pas un parti. Et il n'y a pas à suivre la ligne d'un parti, il y a à dire ce qu'on pense. Et quand on pense que quelqu'un se trompe, on a le droit de le dire, plus ou moins violemment. Moi j'ai écrit une préface assez ironique, et parce que ça fait bien longtemps que je ne m'intéresse plus vraiment au casserole, pour tout te dire. Je m'étais très énervé à une époque, j'étais très énervé contre lui, parce qu'on avait vraiment eu des mots, une grosse fâcherie. Mais là, très honnêtement, c'est quelqu'un qui ne m'intéresse plus du tout. Enfin, il n'est plus crédible. Pour moi, il n'est plus crédible du tout. Et ne serait-ce parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que si j'ai fait ta préface, c'est parce qu'il t'a envoyé un mail absolument ignoble lors d'un drame familial qui t'est arrivé, un événement tragique, et que tu m'as fait parvenir en privé. Et je dois reconnaître que ça m'a tellement choqué que je me suis dit que ce personnage ne pouvait plus faire partie du cercle des personnes qu'on pouvait respecter. Et j'aimerais que toutes les personnes qui le soutiennent aujourd'hui comprennent qu'on puisse le critiquer au minimum. Et que si elles le soutiennent à 100% et à fond, elles sont également responsables et elles doivent également supporter le poids de ses péchés. Ben, complètement. Je crois que c'est une évidence. Hein. Je crois que c'est clair. Concernant la politique d'Alain Soral, moi je mets au défi les gens qui le suivent aujourd'hui et de leur dire c'est quoi la ligne du gourou. S'ils n'ont pas écouté la vidéo de l'avant-veille, ils seront largués. C'est comme les logiciels, il faut faire la mise à jour 4.0, 4.1, 4.2.6. Sinon, on n'arrive pas à suivre le cheminement politique et les analyses. Parce que, Paul-Éric, on nous dit que oui, ce type, il est imbuvable, il est insupportable, etc. Par contre, il a des analyses précises et pertinentes. On a prouvé qu'intellectuellement, c'était un pitre. Il mélangeait les serviettes, les torchons, les foulards Hermès, les serpillères, les serviettes en papier. Il mélangeait tout et il en a fait une œuvre. C'est quand même assez rigolo. Il faut vraiment... Il aura fallu vraiment attendre le Kali Yuga pour voir ça. On ne peut pas se dire de toute façon marxiste, comme il le disait dans les années 2002, 2003, et nationaliste. Ça va pas, c'est tout. Le marxisme est internationaliste. C'est la base. Donc il y a déjà un bug au départ. Et il faut réfléchir sur ce bug, parce que je ne suis pas du tout contre certaines positions de Marx, ou certaines critiques que fait Marx du capitalisme, bien sûr. Mais on ne peut pas se dire marxiste, et je veux dire c'est totalement dépassé, c'est ringard, quoi. C'est absolument ringard, et on ne peut pas être un patriote authentique et logique et cohérent si on est marxiste. C'est absolument impossible. Il se trouve que le marxisme autorise un certain patriotisme dans des cas très particuliers, des cas de figure de guerre contre l'impérialisme, etc. Mais on n'a pas le droit d'être enraciné. La religion est considérée comme une superstition, etc., etc. Or, moi, je prétends qu'il faut retourner vers la tradition avec un T majuscule, au sens où Guénon ou Evola l'entendent. Et que, bien sûr, le marxisme est complètement dépassé, caduque, complètement caduque, et qu'il faut laisser tomber ces outils d'analyse. C'est la moindre des choses pour commencer une réflexion saine sur la vie politique. On a une question sur Twitter de Subu08 qui nous dit qu'en est-il de la publication, enfin de l'édition chez Contre-Culture de ton livre, pardon. L'anthologie, je l'ai publiée chez Blanche, l'édition Blanche de Frank Spengler, et il y a eu une tractation privée entre Spengler et Contre-Culture, enfin Culture pour tous. Il se trouve que moi, je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle combien de livres j'ai vendus, j'en sais rien. Les estimations vont entre 3 000 et 12 000.
Je n'ai jamais eu un centime sur cette anthologie vendue par Soral, et je n'ai même pas eu un exemplaire d'auteur, ce qui normalement est la moindre des courtoisies et des politesses, et j'ai dû acheter mon livre moi-même lorsque j'ai fait une petite vidéo pour me moquer de l'autodafé de la LICRA, parce que ce livre avait été condamné à un moment donné, maintenant on peut l'acheter, mais il avait été condamné pendant un an à la vente, on ne pouvait pas le vendre, etc. Et donc j'avais fait une petite vidéo, donc le seul livre que j'ai acheté de contre-culture, je l'ai brûlé moi-même. Voilà. D'accord. Ah, c'est intéressant tout ça. Au tribunal, hein. Mais enfin bon, c'est pas mon intérêt premier, et enfin je veux dire, c'est pas ce que je... moi j'avais surtout la LICRA contre moi, et c'était mon combat des derniers mois, se centrait là-dessus. Ah, bah c'est une information intéressante qui nous explique encore, quand on fait le rapport avec l'histoire de Julien Tell qu'on va voir juste après, bah c'est les pratiques économiques et commerciales de contre-culture. Hein. Julien Lim et Soral, c'est toujours très classe, très fin, très... ouais, c'est-à-dire que pour avoir, c'est très simple, pour tenter d'avoir le nombre d'exemplaires vendus, j'ai dû engager un avocat qui leur a demandé à combien ils avaient écoulé cette anthologie, et je ne le sais toujours pas. D'ailleurs, je me souviens très bien de la sortie de ton livre Jean-Marie Marine et les Juifs. Ils avaient mis 7 semaines pour en parler et pour le mettre à disposition sur Contre-Culture, parce que justement, tu allais contre la ligne du parti et de la ligne de Soral. J'allais contre la ligne de Soral de septembre 2014, parce qu'aujourd'hui, peut-être elle est différente. C'est-à-dire que, effectivement, à l'époque, il voulait absolument soutenir Jean-Marie Le Pen contre Marine, dans l'espoir que Le Pen rejoigne Réconciliation Nationale, le fameux parti qui ne devait pas exister, puis qui finalement a été créé. Hein. Et bon, et puis finalement, Le Pen, là, il lui a claqué la porte au nez, et en réalité, tout le monde sait très bien que Soral est un sanguin, et qui réagit de manière très épidermique. Il en a beaucoup voulu à Le Pen d'être parti dans la voiture de Chauprade, ou l'inverse, je ne sais pas, à l'enterrement, aux funérailles de notre ami Ratier. Et donc, il l'a insulté dans sa dernière vidéo, et il est presque prêt à dire ce que je disais il y a un an. C'est-à-dire que Le Pen a eu une politique très fluctuante vis-à-vis d'Israël. Et puis voilà, ce qui n'empêche rien, ce qui n'enlève rien à ses qualités, ni à ses défauts d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai essayé de faire un livre objectif, et c'est ce qu'on me reproche, parce que je suis pas un partisan, moi je fais pas de la politique politicienne, j'essaie d'avoir du recul. Pareil sur mon Sarkozy, le bouquin sur Sarkozy, c'est la même chose, il avait fait peur à tout le monde à l'époque. Je me souviens que Soral lui-même trouvait que le mot juif était absolument en couverture, était terrible, et c'était presque une provocation. Enfin, j'ai été soutenu, y compris par des gens de l'ONU, et par des gens sérieux comme Bricmont et d'autres, et par Chomsky aussi d'ailleurs, quand j'ai fait plus tard une pétition pour soutenir Renoir. Dès que j'ai fait ces petites choses-là, Soral a toujours été en retard. Il a toujours été en retard, et il est venu, mais vraiment en train dans les pieds. Il a signé cette pétition en train dans les pieds, et à chaque fois, c'est dans quoi Blanc-Rue va encore nous mettre. Voilà. Et il se trouve que j'avais raison. J'ai encore relu notre correspondance de 2009, et il me disait que en 2014, en 2015, je verrais à quel point il avait raison, à quel point Marine Le Pen ne pouvait pas être sioniste. Il se trouve qu'il s'est trompé lamentablement, et qu'il devrait le dire. Il devrait simplement... Ça risque pas d'arriver, ça. Non, mais il devrait dire, non pas Marine Le Pen est sioniste, mais je me suis trompé. Or, le problème, c'est qu'il nous ressort son mari m'a tué en disant j'avais raison avant tout le monde. Ah, ça s'appelle la chutzpah, ça. Non, mais c'est comme ces voyantes qui font sans prédiction. Il y en a bien une, deux ou trois qui sont justes, et puis après, évidemment, elles les exhibent, elles montrent au public qu'elles sont des voyantes extraordinaires. Exactement. Il faut dire aussi qu'il n'a jamais repris, il n'a jamais fait de pub pour le film Un homme, hein, non plus. Hein. Il a fait de la pub, il en a parlé, mais il en a parlé, mais il ne l'a pas mis sur le site Égalité et Réconciliation. Le seul qu'il ait fait à l'époque, c'était le courageux Marc Georges, qui était donc prévenu avec moi, attaqué contre la LICRA. Et puis alors depuis, d'autres l'ont mis. Je crois Jojo le Corbeau sur Canal+, Meta TV aussi a dû le passer. Enfin, il y a plein de sites qui l'ont passé. Je crois qu'il n'est toujours pas passé sur Égalité et Réconciliation. Ils sont parfaitement capables maintenant de le mettre, bien sûr. Mais à l'époque, je n'ai pas été soutenu, parce que c'est très bien de dire Blanc-Rue a fait un film, mais enfin, c'est encore mieux de le passer et de le diffuser. Hein. C'est clairement. Oui, il faut avoir un minimum de courage. Parce qu'aujourd'hui, il reproche par exemple à Le Pen de s'être embourbé dans l'histoire du détail. Il dit que Le Pen
etc. Mais enfin, la seule personne légitime à dire une chose pareille, c'est Florisson. Ce n'est certainement pas Soral qui, lui, n'est jamais allé plus loin que ce qu'a dit Le Pen. Jamais. Une dernière petite question qui revient souvent, on l'a eu une dizaine de fois, c'est que pensez-vous, enfin on sait, hein, je l'ai dit, on sait que statistiquement au niveau des sites internet, leur égalité et réconciliation est en train de couler, que plein de gens de ses proches n'en peuvent plus de son comportement et de ses différents scandales, on sait qu'il a eu plein de problèmes avec des auteurs, etc. Ils sont en train de tourner en rond. Et la question est en fait, elle est posée à tout le monde. Comment pensez-vous que ça va finir avec Soral et Dieudonné? Je suis pas, alors là, moi je suis pas prophète. Hein, je déteste. J'ai pas tous les éléments en main pour le dire. Moi je pense que Soral c'est fini de toute façon. Je crois que c'est terminé. Il n'a plus de crédibilité et je pense que Dieudonné va certainement s'en rendre compte un jour. Et qu'il y aura une séparation de fait. Et je ne pense pas qu'il y aura une crise publique. Je n'y crois pas trop. Mais je pense que déjà on voit que Dieudonné s'éloigne un peu, enfin j'ai l'impression que son dernier spectacle montre qu'il s'éloigne un peu de la politique, en tout cas donc forcément de Soral d'une certaine manière, même si c'est indirect. Je crois qu'il sera amené, s'il veut retourner dans le mainstream et dans le grand public, il sera forcément obligé de couper avec Soral. Mais Soral le dit à tout le monde en privé, ce qui compte c'est Dieudonné. Nous on a Dieudonné, hein, voilà. Les autres on s'en fout, c'est pour ça qu'il se permet de taper rigoureusement sur tout le monde, sur toi, sur moi, sur nos amis d'ailleurs que j'embrasse, Mathias, Julien, Moukouna, Pierre, et qui se permet de les insulter parce que nous sommes tenus pour de la piétaille. Hein. Ce qui compte c'est la grosse machine, quoi, le blockbuster, c'est Dieudonné. Enfin, le jour où Dieudonné le laissera tomber, il sera dans la mouise. Exactement, exactement. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça arrivera, mais je pense que ça peut arriver. Voilà. En dernière instance, comme dirait le gourou, hein, oui. on va continuer à travailler pour dénoncer cette supercherie, cette mascarade, c'est assez extraordinaire. C'est tellement énorme que franchement, je comprends que les gens ne puissent pas voir la gravité de la situation. C'est tellement énorme quand on raconte... C'est un peu normal, moi j'en veux pas tellement aux internautes. Bon, il faut voir qu'il y a des imbéciles, hein, ça c'est clair, il y a des trolls, beaucoup de trolls. Moi je fais une collection particulière de trolls. Mais les gens n'ont pas que ça à faire non plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à faire... pour eux, d'une certaine manière, Soral est le représentant du non-conformisme actuel, donc ils n'ont pas nécessairement le temps, comme nous, ni l'envie d'ailleurs, de travailler sur le sujet et de voir toutes les contradictions du personnage, c'est tout. Je crois que c'est assez simple. D'où l'intérêt du livre. On leur dit quotidienne et ils voient un type qui râle contre le système, qui est un peu contre tout. C'est un peu comme Pierre Dac, hein, pour tout ce qui est contre tout ce qui est pour. Et comme il y a une crise générale, on dit finalement ce type me fait rigoler. Mais enfin c'est un clown. Beaucoup de gens le considèrent comme un clown. Mais enfin moi Dieudonné me fait beaucoup plus rire dans le rôle du clown. C'est ça le problème de Soral, c'est que c'est un clown et qu'il se prend au sérieux. Non. Et le problème, c'est qu'il a discrédité 10 années de boulot, que maintenant tout le monde se moque de ce travail, de cette manie d'enjuiver toutes les questions, tout ce qui peut lui arriver, ça va être à cause des Juifs. Enfin, il a quand même fait énormément de mal, mais il est quand même temps de... Certainement, officiellement, je pense qu'il va dire que nous sommes payés par Israël ou par les sionistes, ou par je ne sais quoi, il a déjà commencé, enfin il dit un peu de choses près n'importe quoi. Peu importe, moi ça ne me dérange pas, ce qui m'importe c'est la vie des gens que j'aime, que j'estime, de mes lecteurs. Tout à fait. Et puis le reste, peu importe. De toute façon pour moi, encore une fois, c'est terminé. Hein. Je crois que là on arrive à la fin d'égalité et réconciliation, à la fin de tout ça. Effectivement, comme tu le dis très justement, il a perdu beaucoup de public. Et on voit bien dans les commentaires que les gens se méfient de plus en plus de ces prophéties qui se révèlent toutes catastrophiques. Enfin, il s'est quand même lamentablement planté comme... Enfin, c'est le Paco Rabanne de la dissidence. Hein. Ah oui, c'est exactement. C'est le Paco Rabanne et le Christophe Rocancourt. C'est l'égal de dissidence, je dirais. Je déteste ce mot de dissidence. C'est le Paco Rocancourt. Oui, exact, c'est ça. Non, mais il se prend pour Solzhenitsyn aujourd'hui. Il nous parle de Solzhenitsyn, je ne sais pas pour qui il se prend, enfin c'est quand même incroyable. Alors que dans le même temps, il y a quelques années, il nous faisait la publicité pour Staline. Bon, il faut choisir ton camp, camarade. Ou t'es pour Staline, ou t'es pour Solzhenitsyn. C'est encore une fois, c'est à quelle heure tu... Oui, tu as raison, mais à quelle heure? Toujours pareil, c'est toujours pareil.
Paul-Éric, merci infiniment pour avoir participé à cette émission. On va essayer de faire le montage pour diffuser tout ça et on continue le boulot. Et en dernière instance, je salue tous les auditeurs. Merci beaucoup. Ciao.